Bonjour Mesdames, Messieurs les maires, bonjour Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Merci de participer à ce webinaire sur la clarification, l'explication de la mise en œuvre de la réforme du mode de scrutin pour les élections municipales dans les communes nouvelles de moins de 1000 habitants, qui a intervenu déjà depuis quelques mois puisque cette réforme a été adoptée au mois de mai. L'AMF est très engagée sur ce sujet, comme aujourd'hui, à travers ce webinaire, dans la présentation, l'explication et la réponse à vos questions, qu'il s'agisse des questions des élus, bien sûr, mais aussi des équipes administratives, des mairies, pour vous aider à comprendre les mécanismes qui vont devoir se mettre en place d'ici mars 2026. Pour les équipes des communes nouvelles, il nous a semblé utile, comme nous l'avions dit lors d'un précédent webinaire, de disposer d'un temps particulier pour vous apporter des éclairages, et ceci à deux égards. D'une part parce que les conseils municipaux des communes nouvelles disposeront d'un effectif particulier en 2026, différent de celui d'une commune de la même strate, et d'autre part parce qu'il s'agit d'un nouveau mode d'élection des conseillers municipaux dans ces communes nouvelles. Nous déployons donc plusieurs outils de communication sur notre site internet pour vous aider à comprendre ces nouvelles règles, tout comme les associations départementales également y procèdent aussi. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir des représentants du Bureau des élections politiques du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la Direction générale des collectivités locales, qui ont bien voulu présenter ce nouveau dispositif pour les communes nouvelles de moins de 1000 habitants. Je suis également accompagnée donc des services de l'AMF qui relaieront tout au long de ce webinaire les questions que vous pouvez poser sur le chat qui est mis en ligne sur Zoom. Ce webinaire est filmé, il est également enregistré pour être à votre disposition ultérieurement sur le site de l'Association des maires de France. Je remercie l'ensemble des participants ce matin et je vous remercie également, Mesdames, Messieurs, d'être présents pour ce webinaire. Je laisse donc la parole à Christophe Kiergaud du Bureau des élections politiques et à Adrien Brunel, qui est du Bureau des structures territoriales de la DGCL. Merci à tous et nous restons présents pour répondre ultérieurement à toutes vos questions. Mesdames et messieurs les maires, bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous, alors, en version dématérialisée, mais pour présenter cette réforme sur les élections municipales dans les communes nouvelles de moins de 1000 habitants. Je suis Christophe Kiergaud, adjoint au chef du bureau des élections politiques au ministère de l'Intérieur. Je suis accompagné donc de Nadège Bellorget, qui est à ma droite, qui est chargée d'études juridiques au bureau des élections politiques. Et je suis également en compagnie des équipes de la Direction générale des collectivités locales, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, bonjour mesdames et messieurs les maires, bonjour mesdames et messieurs les élus. Merci beaucoup pour cette réunion, merci Madame Georges. Je suis Adrien Brunel, le chef du bureau des structures territoriales à la Direction générale des collectivités locales. Je suis accompagné de Jérémy Hombourger, mon adjoint, et de Gilles Campmas, qui travaille dans mon bureau et qui est un expert de ces sujets-là sur les communes nouvelles. Et nous sommes ravis d'être là aujourd'hui pour répondre à vos questions sur les conséquences de cette réforme pour vos communes. Donc je reprends la parole peut-être pour vous présenter le programme de cette intervention. Alors, une intervention assez similaire à celle qu'on a déjà effectuée durant l'été avec de manière plus générale pour présenter la réforme de la loi du 21 mai 2025 pour l'ensemble des communes. Aujourd'hui, on traite plus particulièrement des communes nouvelles. Si on fait défiler les diapositives pour aller jusqu'à la page suivante, on a une petite télécommande qui nous permet de les faire défiler nous-mêmes, donc c'est bien pratique. Merci à l'AMF. Donc pour l'ordre du jour, d'abord je vais vous présenter rapidement la loi du 21 mai 2025. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Quelles sont ses principales dispositions pour que vous ayez une idée d'ensemble des changements qu'elle induit pour vos communes. Ensuite, on entrera dans le détail de cette réforme avec 4 parties centrées sur la préparation des élections municipales de mars 2026. Avec d'abord la composition dérogatoire de l'effectif du conseil municipal des communes nouvelles, qui est une mesure de la loi, les opérations préélectorales et électorales,
que faire en cas d'absence de candidat, et enfin, comment élire les adjoints. Ces 4 parties précéderont un temps de questions-réponses où nous pourrons répondre aux questions que vous poserez, j'imagine, dans le chat du Zoom. Donc, si je défile. En tant qu'introduction, d'abord vous rappeler, mais vous l'avez certainement déjà vu, que les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et 22 mars 2026 pour toutes les communes. Le mémento aux candidats, qui est la publication classique du ministère de l'Intérieur pour accompagner l'ensemble des candidats aux élections municipales, y compris dans les communes nouvelles, sera publié prochainement. Donc on est en train de le finaliser. C'est un document pour les communes de moins de 1000 habitants, de plus d'une 50aine de pages, qui prend un certain temps à être constitué, mais une fois qu'il sera publié, vous y trouverez de très nombreuses informations sur à la fois les opérations préélectorales, l'organisation du scrutin, le jour de l'élection, et puis que faire après l'élection, la répartition des sièges, etc. Donc c'est vraiment un guide de référence pour les élections municipales. Ceux qui ont vécu les élections municipales 2020 le connaissent déjà, et donc ils sauront apprécier cette mise à jour qui, nous l'espérons, vous sera utile. Enfin, le chiffre de population applicable pour l'élection sera celui authentifié par le décret de l'INSEE publié normalement en décembre 2025 au plus tard. Et ce chiffre de population se basera sur le recensement de l'année 2022 en France, hors Mayotte. Voilà en guise d'introduction. Je vais désormais vous présenter les principales nouveautés apportées par la loi du 21 mai 2025. En bref, cette loi a été votée donc, au printemps dernier. Son nom complet, c'est la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité. On a publié un décret d'application quelques mois après la promulgation de la loi, qui est le décret du 6 août 2025. Je reviendrai dans le détail sur ces dispositions. Il y a notamment des règles sur la validité des bulletins de vote qu'on a mis à jour, un ensemble de corrections juridiques, etc. Donc comme ça, on va vous présenter les mesures de ce décret d'application pour que vous ayez vraiment l'ensemble du dispositif juridique en tête. Et cette loi s'applique à compter du renouvellement général de mars 2026. Donc si jamais vous avez eu des élections partielles auparavant, cette loi n'était pas applicable. Elle entre en vigueur pour l'élection, c'est-à-dire qu'en mars 2026, l'élection se tiendra selon les règles promulguées dans cette loi. Il y a des nouveautés, évidemment, dans cette loi du 21 mai 2025. Tout d'abord, comme le nom de la loi l'indique, on a une généralisation du scrutin de liste paritaire qui est actuellement applicable aux communes de 1000 habitants et plus. Et demain, il le sera dans l'ensemble des communes, y compris les communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire qu'il faudra constituer des listes de candidats. Il n'y aura plus de candidatures individuelles éventuellement regroupées. Ce sont véritablement des listes de candidats qui devront être paritaires avec une alternance femmes-hommes stricte. Et donc on aura l'occasion de vous présenter des exemples pour que vous ayez vraiment en tête ce que cette parité signifie. Dans les nouveautés également, la possibilité pour les candidats de déposer ce qu'on appelle des listes incomplètes, c'est-à-dire que vous avez normalement, quand vous présentez une liste, un certain nombre de conseillers municipaux à présenter à l'élection. Par exemple, vous en avez 7, parce que l'effectif légal du conseil municipal, c'est 7. Grâce à la loi, vous ne pourrez en présenter que 5. Donc vous pourrez en présenter -1 ou -2, ce qui facilite la constitution des listes, et ce qui est normalement donc un facilitateur pour vous permettre de présenter des listes lors de l'élection. Enfin, pour répondre à cette incomplétude, la possibilité de déposer des listes incomplètes, on aura également un caractère réputé complet du conseil municipal tout au long du mandat. C'est-à-dire que si une liste incomplète est élue et qu'il n'y a que cette liste incomplète qui s'est présentée, le conseil municipal pourra tout de même fonctionner. C'est la suite logique des listes incomplètes. Ça, ce sont les nouveautés. En revanche, il y a aussi beaucoup de choses qui ne changent pas, notamment la désignation des conseillers communautaires, qui reste identique. Les élections partielles complémentaires qui continuent à se tenir. Donc, il n'y aura pas besoin de faire des élections partielles intégrales. Une fois que le conseil municipal sera incomplet à la suite d'une démission ou d'un décès, on pourra continuer à faire des élections partielles complémentaires. On ne rentrera pas dans le détail sur les élections partielles parce que ça a déjà été traité lors du webinaire de l'AMF qu'on avait fait lors de l'été et parce qu'on est focalisé sur le renouvellement municipal de mars 2026 dans cette présentation. Mais on pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez et si ça vous intéresse. Et enfin, dans les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a toujours pas de remboursement de la propagande électorale. Les règles sur la propagande électorale ne changent pas.
Ce qui change également dans cette loi, il y aura des dispositions propres aux communes nouvelles. C'est l'objet du présent webinaire. La Direction générale des collectivités locales va rentrer dans le détail sur ces dispositions. On a une adaptation de la composition des commissions de contrôle des listes électorales, que vous connaissez normalement si vous êtes élu. Et il y a des nouvelles règles relatives à l'élection des adjoints. Je renvoie également pour tous les points qu'on n'aura pas le temps de traiter lors de cette séquence, ou alors tous les points qui ne concernent pas directement les communes nouvelles, à la rediffusion YouTube du séminaire AMF de présentation de la loi du 21 mai 2025. Donc vous aurez le lien du PowerPoint qui s'affiche, mais après si vous tapez sur la barre de recherche séminaire AMF loi du 21 mai 2025, vous allez trouver cette rediffusion qui est très complète. Il y a des nombreuses questions, notamment auxquelles on a eu l'occasion de répondre. Donc voilà, si vous avez des interrogations complémentaires, n'hésitez pas à vous référer à cette présentation. Je passe donc la parole à Adrien Brunel pour la suite de la présentation. Merci de votre attention. Merci beaucoup Christophe. Donc pour commencer cette présentation sur les règles qui s'appliqueront aux communes nouvelles dans le cadre du prochain renouvellement général, on va simplement rappeler, mais vous le savez déjà, la composition particulière des conseils municipaux des communes nouvelles. Il y a 2 étapes lorsque vous avez créé votre commune nouvelle. La première phase, c'est d'avoir la somme de tous les conseillers municipaux des communes historiques qui vont siéger au conseil municipal. Et à compter du premier renouvellement, vous allez basculer dans la strate supérieure, classiquement la strate démographique supérieure, qui vous permet donc de savoir quelle est la taille de votre conseil municipal. Il existe un cas particulier de taille du conseil municipal d'une commune nouvelle, qui n'est donc pas la strate supérieure, et c'est celle qui est présentée dans le PowerPoint. C'est lorsque l'effectif représente plus d'un tiers de l'addition des effectifs des conseils municipaux. Lorsque l'effectif de la strate supérieure représente moins d'un tiers de l'addition des conseils municipaux, alors c'est ce chiffre-là qui devient la taille du conseil municipal de la commune nouvelle. Mais ça, c'est un cas très spécifique qui concerne assez peu de communes nouvelles aujourd'hui. Donc, cette première étape permet de savoir combien il y aura de candidats pour le renouvellement général en 2026. La première évolution, indépendamment même des règles électorales qui concernent les communes nouvelles, est celle de l'allongement de la durée pendant laquelle une commune nouvelle bénéficie de l'effectif dérogatoire. L'effectif dérogatoire, qu'est-ce que c'est ? Vous le connaissez, c'est le fait de bénéficier de cette strate supérieure pendant un certain temps, et donc jusqu'à la loi du 21 mai 2025, c'était jusqu'au 2e renouvellement général. Désormais, ce sera jusqu'au 3e renouvellement général, ce qui signifie que au regard du nombre de communes nouvelles créées dans le temps, la plupart des communes nouvelles vont bénéficier en 2026 de l'effectif dérogatoire, et cet effectif est maintenu jusqu'en 2032 pour les communes nouvelles créées avant le renouvellement général de 2020. Pour entrer cette fois dans la partie un peu plus technique et qui concerne et qui vous intéresse en particulier au regard des élections, c'est les différentes règles qui vont s'appliquer. Donc, comme vous le savez, lorsqu'on est une commune nouvelle de moins de 100 habitants, de 0 à 100 habitants, le conseil municipal est composé de 11 personnes au lieu de 7, puisque pour les communes classiques, ce sera 7 membres. Les listes incomplètes que présentait Christophe tout à l'heure permettent d'aller jusqu'à moins 2 candidats. Donc, si la taille maximale de votre conseil municipal, c'est 11 conseillers municipaux, vous pouvez présenter une liste de 9 candidats, une liste qui est nécessairement et obligatoirement paritaire, donc c'est l'alternance homme-femme. Et vous pourrez présenter jusqu'à 2 candidats en plus, donc votre liste ira de 9 à 13. Pour les communes nouvelles de 100 à 499 habitants, vous pouvez, donc c'est la même logique, le conseil municipal c'est 15 personnes au lieu de 11. Vous pouvez déposer une liste incomplète à 13, comme une liste avec 2 candidats au conseil municipal supplémentaire, donc de 13 à 17. Et enfin, pour la strate un peu particulière des communes de 500 à 999, qui est en réalité l'ajout de cette loi, vous pourrez présenter, donc le conseil municipal fera 19 membres au lieu de 15, et la liste ira de 17 à 21. Il y a un point particulier qui est tout l'intérêt de cette loi du 21 mai 2025. Ça concerne ce qu'on appelle l'exception d'incomplétude. C'est les cas dans lesquels, à l'issue du renouvellement général ou lorsque le mandat a débuté, vous avez des conseillers municipaux qui vont démissionner
Et donc, est-ce qu'il faut tout de suite reprocéder à des élections partielles? Ce que je vous propose avec Madame Georges, c'est que pour ce qui concerne les élections partielles, on revienne plus tard, après le renouvellement général, pour vous les présenter. Mais en tout état de cause, pour que vous le sachiez, il existe un dispositif qui vous permettra de continuer à fonctionner sans tout de suite procéder à des élections partielles. C'est la colonne qui est tout à droite dans le tableau qui est affichée. Et elle concerne spécifiquement le cas de l'élection du maire et des adjoints. Pardon. Christophe, je te laisse, ou Nadège. Bonjour, Nadège Bellorger, donc chargée d'études juridiques au Bureau des élections politiques. Alors je vais revenir donc après la candidature sur le processus de vote puis de dépouillement des bulletins de vote, car effectivement c'est une nouveauté avec cette loi du 21 mai 2025, c'est la fin du panachage des bulletins de vote dans les communes de moins de 1000 habitants, et de la même manière les communes nouvelles sont également concernées. C'est-à-dire donc que la liste est bloquée, l'électeur ne pourra pas ajouter de nom, changer l'ordre, il ne pourra pas non plus faire toute marque distinctive en utilisant un crayon. Voilà, donc le crayon est proscrit. Si je peux passer... merci. Donc de manière plus générale, sur les règles de validité des bulletins de vote, donc cela s'applique à toutes les communes confondues. Les bulletins de vote seront donc nuls si, comme je vous disais, on ajoute ou on supprime des noms, ou de la même manière si on modifie l'ordre de présentation des candidats. Nouveauté importante qui s'applique actuellement dans les communes de plus de 1000 habitants, les bulletins de vote dans les communes de moins de 1000 habitants, s'ils concernent des listes dont l'un au moins des candidats est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, il conviendra de mentionner la nationalité de ce candidat à côté de son nom. Pas de nouveauté sinon au niveau des autres règles de validité des bulletins de vote, c'est-à-dire que les bulletins de vote suivants ne seront pas conformes et seront nuls. Il s'agit des bulletins de vote qui comportent les noms de personnes qui ne sont pas candidates, les bulletins de vote qui comportent la photographie ou la représentation d'un animal. Donc une fois le dépouillement du premier tour fait, quid de l'organisation d'un second tour? Donc en fait, si l'on prend en compte les nouvelles règles, en réalité, si une ou deux listes sont candidates dans cette élection, l'élection sera acquise dès le premier tour, pour la simple et bonne raison que si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, alors l'élection est acquise dès le premier tour. Alors, il est à noter ici qu'une autre évolution de la loi est que le vote du quart des électeurs inscrits n'est plus requis pour être élu dès le premier tour. Donc, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une ou deux listes candidates, hormis le cas très particulier où les deux listes obtiendraient exactement le même nombre de voix, alors l'élection est acquise dès le premier tour. Sur l'éventualité d'un second tour, donc s'il y a une égalité parfaite au premier tour, ou bien s'il y a plus de deux listes candidates, les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés sont admises à passer au second tour, et ces mêmes listes qui ont obtenu au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour pourront fusionner avec les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés au premier tour. Donc voilà, ce sont les règles qui s'appliquent actuellement dans les communes de plus de 1000 habitants et qui seront donc rendues applicables pour les moins de 1000. Autre subtilité, il ne sera plus possible de candidater uniquement au second tour, comme il est possible actuellement dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire que le dépôt de la candidature devient obligatoire pour chaque tour, en cas d'organisation d'un second tour et du passage de la liste au second tour. Alors, sur l'attribution des sièges, qui est évidemment un point qui vous intéresse également. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on a déjà donné beaucoup d'exemples dans le webinaire dont je mets encore le lien sur YouTube sur les diapos. Mais il faut retenir qu'il y a 3 étapes. Donc ça change de ce qui était en vigueur précédemment dans les communes de moins de 1000 habitants. On bascule sur le mode d'attribution des sièges qui est actuellement en vigueur dans les communes de plus de 1000 habitants. Ce qui est logique puisqu'on a désormais un scrutin paritaire de liste, sans panachage, comme l'a rappelé Nadège. Donc l'attribution des sièges s'effectue en 3 étapes. D'abord, l'attribution de la prime majoritaire à la liste qui a obtenu le plus de suffrages.
Donc ça c'est logique. C'est donc la liste qui est arrivée en tête, obtient la moitié des sièges au conseil municipal. Les sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de suffrages obtenus par les listes. Et pour le reliquat de sièges éventuels, si l'attribution à la proportionnelle ne suffit pas, qu'il reste des sièges vacants, il y a une répartition, ce qu'on appelle à la plus forte moyenne. Donc les détails de cette répartition et avec des exemples sont présentés dans le webinaire que j'ai mis, pour lequel j'ai mis le lien sur le diapositive. Voilà, donc en tout état de cause, sur l'attribution des sièges, effectivement, on vous renvoie au webinaire passé. Je précise tout de même que les nouveautés saillantes de cette réforme, c'est qu'une liste, si elle obtient plus de sièges qu'elle n'a de candidats, donc à l'issue de l'attribution des sièges, alors les sièges qu'elle ne pourra pas occuper vont rester vacants. Donc, c'est-à-dire que en cas de vacance d'un conseiller municipal lors du mandat, le suivant de liste va le remplacer. Donc on revient sur un même système que dans les communes de plus de 1000 habitants. Et s'il n'y a plus de suivant de liste, alors le siège va de la même manière rester vacant. C'est-à-dire que donc, les candidats supplémentaires qui seraient présents sur la liste au moment de la candidature, quand bien même ils ne pourraient pas être élus lors de l'élection, pourront monter dans le conseil municipal donc, au cours du mandat en cas de démission. De la même manière, sur ce sujet de suivant de liste, comme pour les communes de 1000 habitants et plus, donc, ne peuvent occuper les sièges vacants que les personnes de la liste concernée par la démission. Cela ne concernera pas les autres listes. Bonjour à toutes et à tous. Merci. On a choisi de retenir deux exemples pour illustrer les propos en matière d'attribution des sièges. Donc le premier exemple concerne une commune nouvelle de 400 habitants, où deux listes seraient candidates lors du renouvellement général. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez une liste A constituée de 13 candidats pour un conseil municipal où il y a 15 sièges à pourvoir, puisque, comme on l'a expliqué, vous êtes sur un effectif dérogatoire, donc vous appartenez à la strate démographique immédiatement supérieure. Donc un conseil municipal de 15 membres en lieu et place de 11 membres pour une commune normalement constituée de 400 habitants. Alors, donc sur la première liste, donc comme je le disais, vous avez 13 candidats et une deuxième liste, cette fois-ci constituée de 16 candidats. Donc suite aux élections, la première liste obtient 70% des suffrages exprimés, contre 30% naturellement pour la liste B. Ce qui donne le calcul que vous voyez à l'écran, donc sur une prime majoritaire qui est d'abord attribuée à la liste A, qui obtient donc 8 sièges d'entrée de jeu, et le reste des sièges sont ensuite attribués à la proportionnelle, puis éventuellement à la représentation à la plus forte moyenne. Sur la proportionnelle, on constate à l'écran que vous avez la liste A qui obtient 5 sièges, tandis que la liste B obtient 2 sièges. Donc, in fine, votre conseil municipal, pour une situation comme celle qui est illustrée, permet au conseil municipal d'être complété avec 13 sièges obtenus pour la liste A contre 2 sièges pour la liste B. Donc on a choisi également de retenir une deuxième situation. Cette fois-ci, vous avez deux listes incomplètes, donc une liste A de 17 candidats et une liste B de 18 candidats, sachant que vous avez un conseil municipal où il y a 19 sièges à pourvoir. Donc cette fois-ci, on a pris des chiffres là aussi au hasard, avec 85% des suffrages exprimés pour la liste A, contre 15% des suffrages exprimés pour la liste B. Donc c'est toujours le même procédé, avec une prime majoritaire qui est attribuée à la liste A, qui a obtenu donc la majorité des suffrages, ce qui lui permet d'obtenir d'entrée de jeu 10 sièges, puis une attribution à la proportionnelle, où cette fois-ci la liste A obtient 8 sièges, contre 1 siège pour la liste B. Et comme vous pouvez le constater, la liste A obtient donc seulement les 18 sièges, mais n'a qu'une liste de 17 candidats. Donc comme l'a expliqué le bureau des élections politiques, le dernier siège qu'elle obtient ne peut pas être pourvu, et il sera donc amené à être vacant, à rester vacant pour la durée du mandat. Et je rends la parole au bureau des élections. Voilà. Donc, après ce dépouillement, cette attribution des sièges, donc sur les opérations post-électorales,
Vous aurez notamment, après le renouvellement général de mars 2026, une recomposition des commissions de contrôle des listes électorales par arrêté préfectoral, comme tous les 3 ans actuellement. Alors, on vous propose de ne pas rentrer dans le détail de l'évolution de leur composition, mais en somme, elle est harmonisée, donc pour les communes de moins de 1000 habitants par rapport aux communes de plus de 1000 habitants, et il sera possible donc qu'une commune de moins de 1000 habitants, si elle dispose de plus de 2 listes, donc d'avoir une composition à 5 personnes, donc avec uniquement des personnes membres du conseil municipal et non pas comme avant avec un magistrat et un représentant désigné par le préfet. Mais on vous renvoie au séminaire AMF précédent sur ce sujet. Et on pourra répondre à vos questions si vous en avez d'ailleurs. Une spécificité, donc je laisserai ensuite mes collègues de la DGCL compléter, mais en cas d'absence de candidat, une délégation sera nommée donc, par décision du représentant de l'État dans le département dans un délai de 8 jours suivant la date du premier tour, l'objectif étant d'organiser de nouvelles élections partielles pour tenter de pourvoir les sièges du conseil municipal dans un délai de 3 mois. Donc voilà, cela sera organisé par votre représentant de l'État local. Et j'ajoute donc qu'une circulaire est en cours d'actualisation, puisque celle actuellement en vigueur date un peu, donc de 19 août 1997. Vous pouvez néanmoins vous y référer si vous avez des questions en l'attente. Merci beaucoup. Simplement pour compléter sur ce point et vous indiquer que, comme le disait le Bureau des élections politiques, que cette circulaire va être actualisée, qu'elle va s'accompagner d'une campagne de communication que fera le ministère de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez avoir sur ce sujet-là. On est bien sûr là pour y répondre aujourd'hui si vous en avez. Et nous allons vous présenter maintenant les nouvelles règles relatives à l'élection des maires et adjoints dans les communes nouvelles de moins de 1000 habitants. Donc là aussi, la loi du 21 mai 2025 est venue apporter quelques modifications, puisque, comme vous le savez, pour les communes de moins de 1000 habitants jusqu'à aujourd'hui, l'élection des adjoints se faisait selon un scrutin identique à celui du maire, c'est-à-dire un scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Donc la loi du 21 mai 2025 a modifié ce mode d'élection, puisque désormais les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal, toujours bien évidemment, selon un scrutin de liste paritaire à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel, donc on parle de liste bloquée. Et cette liste, bien sûr, doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Donc l'ordre de présentation de la liste des conseillers municipaux, comme on l'indique à l'écran, n'est pas lié à l'élection des candidats à la liste des candidats à l'élection municipale. Donc vous pouvez tout à fait avoir une liste pour le renouvellement général qui différera dans l'ordre de présentation de la liste qui sera présentée ultérieurement pour l'élection des adjoints. Par ailleurs, on précise que l'obligation de parité ne s'applique pas au couple entre le maire et l'adjoint, de sorte que vous pouvez tout à fait avoir un maire homme et un premier adjoint homme, puis ensuite femme-homme. Vous devez donc succéder alternativement au niveau des sexes, et à l'inverse, une maire femme, première adjointe, homme, femme, homme, etc. Par ailleurs, la loi du 21 mai 2025 a prévu une spécificité au regard pour les petites communes, pour les communes de moins de 1000 habitants, puisque si en cours de mandat, il s'avère qu'un siège d'adjoint devient vacant, vous pourrez procéder au remplacement de ce poste d'adjoint sans prendre en compte la question du sexe. Donc c'est une spécificité spécialement prévue pour les communes de moins de 1000 habitants. Et par ailleurs, je me permets également de préciser à ce stade que, pour rappel, le nombre d'adjoints est toujours fixé en fonction du tiers de l'effectif réel du conseil municipal et non pas de l'effectif légal. Donc si un conseil municipal fait usage des hypothèses qu'on a pu présenter auparavant, donc sur un conseil municipal à 14 membres en lieu et place de 15 membres, vous devrez calculer le nombre d'adjoints au regard de cet effectif réel. Et j'en termine pour ma part. Simplement pour compléter sur ce point-là, je pense qu'on reviendra là aussi vers vous un peu plus tard, mais avant le renouvellement général, pour vous diffuser un tableau qui récapitule toutes les possibilités au regard du nombre d'adjoints, c'est-à-dire, comme l'indiquait M. Campmas, si le conseil municipal est composé de 14 membres au lieu de 15, que vous ayez un tableau qui vous indique combien d'adjoints au maximum cela fait, et comme il l'a indiqué, c'est entre un adjoint minimum et jusqu'à 30% de l'effectif réel du conseil municipal.
Merci à tous. Merci beaucoup pour ces présentations très complètes et très précieuses, puisque là, on aborde aussi le cas particulier des communes nouvelles qui, quand même, obéissent à un régime organisationnel un peu spécial. Juste pour vous dire, puisque je vois que sur le chat, il y a pas mal de questions sur la diffusion du document support. Dire qu'évidemment, nous demandons et nous allons demander officiellement à la DGCL et au Bureau des élections politiques s'il sera possible de conserver ce document sur le site de l'Association des maires de France pour une diffusion plus globale. Sachez d'ores et déjà que nous aussi, on travaille beaucoup avec les services concernés de l'AMF, puisqu'il y a un service quand même qui est très, très mobilisé sur cette question des élections municipales et qu'on viendra compléter par tous les éléments particuliers pour les communes nouvelles sur la base des documents de ce matin. Vous dire que vous pouvez retrouver aussi plus généralement sur notre site une rubrique consacrée aux élections municipales, qui est mise à jour régulièrement de toutes les informations dont nous disposons, de tout ce dont vous avez parlé, du webinaire qui a eu lieu cet été sur les conditions de mise en place de la réforme. Je vais peut-être laisser Victoria Fougerolles, qui est conseillère technique au sein du département intercommunalité sur les communes nouvelles, poser quelques questions particulières aux communes nouvelles, parce que nous recevons aussi au sein de l'AMF des remontées de terrain sur la mise en place de cette réforme. Donc Victoria, peut-être. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Donc en effet, comme l'a dit Marie-Cécile, au vu des questions qui nous sont régulièrement posées, et aussi je vois dans le chat, merci. Est-ce que vous pourriez nous faire un rappel sur les modalités d'élection des maires délégués et notamment préciser si l'obligation de parité s'applique ou pas aux maires délégués? Donc, comme vous le savez, la création d'une commune déléguée entraîne de plein droit l'élection d'un maire délégué et la création d'une mairie annexe. Et s'agissant de l'élection du maire délégué, le CGCT se borne à renvoyer aux dispositions de l'élection du maire. Donc ce serait un scrutin uninominal, secret, et il n'y a aucune question de parité qui serait exigée en matière d'élection d'un maire délégué. Merci. Deuxième question qui peut revenir, c'est les modalités de désignation des conseillers communautaires dans les communes nouvelles, notamment au regard de la PPL scrutin. Est-ce qu'il y a eu des modifications et est-ce qu'on peut à nouveau faire un rappel sur ce sujet? Bien sûr. Sur l'élection des conseillers communautaires, donc rien ne change par rapport à ce que vous connaissez jusqu'à présent. Il n'y a pas de spécificité pour les communes nouvelles de moins de 1000 habitants. Elles sont soumises au même régime que les communes de moins de 1000 habitants. C'est-à-dire que l'élection des conseillers communautaires se fera par l'ordre du tableau, arrêté après l'élection du maire et des adjoints, et que la seule conséquence que l'évolution du mode de scrutin au conseil municipal aura sur l'ordre du tableau, c'est simplement, comme c'est du scrutin de liste paritaire, tous les candidats au sein d'une même liste auront le même nombre de voix, mais le CGCT prévoit déjà comment on arrête l'ordre du tableau dans ces cas-là, et c'est notamment l'ancienneté qui va primer et qui va permettre d'arrêter l'ordre du tableau. Mais ça, on pourra vous donner là aussi des éléments plus écrits sur comment on arrête l'ordre du tableau, sachant que c'est exactement... Enfin, cet ordre du tableau sera arrêté dans les communes de moins de 1000 habitants, comme il l'est aujourd'hui déjà dans les communes de plus de 1000 habitants. Il n'y a pas de différence, et donc les conseillers communautaires seront toujours désignés en application de l'ordre du tableau. Juste pour poursuivre avec une question qui est posée sur le chat, sur les documents de propagande, doivent-ils être paritaires et la présentation des noms doit-elle être dans l'ordre alphabétique? Merci pour cette question. Par document de propagande, vous pouvez entendre deux choses. Soit c'est la circulaire, donc le document qui est envoyé aux électeurs par la commission de propagande. Mais de toute façon, dans les communes de moins de 1000 habitants, il n'y a pas de commission de propagande. Donc vous pouvez produire des circulaires par vos propres moyens, mais il n'y aura pas de prise en charge par l'État. Sur la circulaire, rien ne vous oblige à indiquer votre liste ou votre liste dans l'ordre. C'est un document où les règles sont beaucoup moins contraignantes que le bulletin de vote. Le bulletin de vote, c'est le deuxième document, on appelle document de propagande électorale. Sur le bulletin de vote, en revanche, et comme l'avait expliqué Nadège précédemment, il faut bien que les noms des personnes de votre liste soient dans l'ordre
dans l'ordre où vous voulez les faire élire. Cet ordre ne peut pas être modifié par l'électeur puisque le panachage a été supprimé. Et la liste doit être paritaire avec une alternance homme-femme stricte, c'est-à-dire un homme, une femme, ou une femme, un homme, un homme. Ça ne peut pas être, par exemple, 2 hommes et 3 femmes, ou 3 femmes et 2 hommes. Il faut vraiment que le nom d'une femme suive le nom d'un homme, et vice-versa. Voilà pour l'obligation de parité sur les documents de propagande. Voilà, et j'ajoute simplement qu'il n'y a aucune obligation liée à l'ordre alphabétique. Alors, on nous demande sur le chat confirmation donc que l'effectif ne pourra être connu qu'à compter du décret qui fixe la population municipale de l'INSEE. Est-ce que vous pouvez leur confirmer ? Alors, si je comprends bien votre question, vous voulez des précisions sur la population à prendre en compte pour le renouvellement général de 2026. Moi, effectivement, ce sera le décret publié par l'INSEE à la fin de l'année 2025 qui permettra de connaître la population applicable au scrutin municipal. Pourquoi c'est le cas? On attend le dernier recensement à jour pour définir les règles selon lesquelles les communes vont jouer lors de l'élection, ce qui est assez logique. Et donc normalement, ce décret, comme les années précédentes, sera pris en décembre 2025, plutôt vers la fin du mois, et donc il vous donnera le chiffre définitif de population. Donc si vous avez une commune qui est au seuil, entre 2 seuils de population, vous devrez attendre effectivement la publication de ce décret pour savoir combien de conseillers municipaux devront être élus. Et puis si vous avez besoin de davantage de précision ou si vous avez des doutes et des interrogations, vous n'hésitez pas à contacter la préfecture de votre département qui aura également des informations à vous communiquer là-dessus et qui pourra vous épauler sur le cas particulier de votre commune. Je vois qu'il y a une question dans le chat, notamment quel impact pour une une commune de 980 habitants en 2022 et 1050 au recensement de janvier 2025. Ce sera plutôt le recensement... Alors, là, si au recensement de janvier 2025, vous êtes passé au-dessus du seuil, il y a des chances pour que vous soyez également au-dessus du seuil au recensement qui sera en vigueur pour l'élection municipale de 2026, comme je l'indiquais. Juste sur ce point-là, la question des populations. Il y a la population qui est retenue pour la mise en œuvre des règles d'élection des élus. Donc vous êtes au-dessus de 1000, vous rentrez dans les dispositions applicable aux communes de 1000 et plus. Et si, en revanche, cela ne joue pas sur l'effectif de votre conseil municipal. Je le dis ici parce que je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. La loi qui a été votée en mai a bien prévu que l'effectif du conseil municipal des communes nouvelles qui entrent dans le 2e renouvellement général, donc qui ont été créées avant 2020, voient bien leur effectif maintenu, quelle que soit l'évolution démographique de la commune. Donc, je reprécise ce point pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Simplement pour compléter ce qui a été dit, on est tout à fait naturellement en phase. Ce qu'a indiqué le Bureau des élections politiques, c'est que c'est le chiffre à prendre si c'est le premier renouvellement de votre commune nouvelle, et c'est exactement ce qu'indiquait Madame Georges, c'est qu'une fois que vous avez basculé du premier effectif que je présentais tout à l'heure, c'est-à-dire juste au moment de la création de la commune nouvelle, l'effectif du conseil municipal, c'est la somme de tous les conseillers municipaux des communes historiques. Au premier renouvellement, qu'il soit général ou pas, ça peut être un renouvellement partiel complémentaire, vous allez basculer dans ce qu'on appelle la strate démographique supérieure. À compter de cette bascule, qui a pu intervenir à n'importe quel moment ou au renouvellement général de 2026, vous allez garder cet effectif dérogatoire de votre conseil municipal, quelle que soit l'évolution de la démographie. Donc là, vous n'allez plus la prendre en compte parce que, en fait, c'est le chiffre qui a été arrêté à ce premier renouvellement qui va faire foi jusqu'au 3e renouvellement général, comme l'indiquait Madame Georges. D'autres questions sur le chat, Victoria ? Oui, alors on nous demande notamment pour la désignation des conseillers communautaires, si le premier du tableau ne veut pas être conseiller communautaire, qu'est-ce qu'il se passe ? Le code électoral prévoit cette hypothèse et permet tout simplement à la personne qui souhaiterait ne pas devenir conseiller communautaire de rendre le poste vacant, et auquel cas le suivant dans l'ordre du tableau
prendra le mandat de conseiller communautaire. Donc si par exemple le maire décide de ne pas aller au conseil communautaire, a priori l'ordre du tableau fait que le premier adjoint serait amené à siéger à sa place. On a reçu une question. Bonjour, si une commune de moins de 499 habitants a une liste incomplète à 9 candidats, est-ce qu'il faut prendre 2 candidats dans l'autre liste pour arriver à 11 ou est-ce qu'il est possible de rester à 9 même s'il y a 2 listes? En clair, est-ce qu'il est possible qu'il y ait des listes qui ne viennent pas compléter le conseil municipal? Tout à fait, c'est le concept de la liste incomplète. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir 2 listes à 9, par exemple, alors que l'effectif théorique est à 11 qui peuvent se présenter. Et vraiment, pour comprendre le mécanisme de fonctionnement des listes incomplètes, et puis tous les cas de figure qui peuvent se poser, par exemple, j'ai une liste à 9 candidats et une autre liste à 11 candidats. Comment sont répartis les sièges? Quelles sont les conséquences ensuite? Est-ce que le conseil municipal va demeurer incomplet ensuite? Comment ça se passe aussi pour les candidats supplémentaires? Parce que vous pouvez également avoir des candidats supplémentaires dans vos listes. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un effectif légal à 11, vous pouvez présenter 13 candidats. Pour tous ces détails-là, je vous invite vraiment à regarder la présentation de l'autre séminaire AMF de l'été sur YouTube, qui est absolument complet, sur lequel vous avez des exemples extrêmement détaillés. Donc, et puis évidemment, le mémento au candidat vous apportera également des réponses, des détails sur les modalités de cette réforme. Je vois qu'il y a une question sur les chartes de mise en place des communes nouvelles. Lorsque des communes nouvelles se mettent en place, très souvent, et dans la très grande majorité des cas, les élus se mettent d'accord sur une charte de gouvernance. Ces chartes ont une valeur politique. Elles annoncent un certain nombre d'engagements politiques. Elles ne peuvent pas venir en contradiction avec les règles électorales ou les règles de fonctionnement des conseils municipaux dans les communes nouvelles. Donc voilà la réponse. La charte peut avoir un engagement politique. Après, libre à tout candidat qui en a les capacités de candidater, de présenter des listes dans une commune nouvelle. Il n'y a pas de contrainte à cet égard. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, peut-être sur l'ordre du tableau? L'ordre du tableau, la place des maires délégués, peut-être dans l'ordre du tableau au premier renouvellement général? Donc sur l'ordre du tableau, je laisserai Gilles Campmas vous présenter les règles qui vont s'appliquer à compter de l'entrée en vigueur de l'évolution du mode de scrutin pour les élections des conseillers municipaux. Sur l'ordre du tableau, donc il permet de déterminer qui sont les conseillers communautaires. Comme vous le savez, ce tableau, cet ordre est arrêté après l'élection du maire et des adjoints. Donc naturellement, le maire est en tête de l'ordre du tableau. Les adjoints, donc dans l'ordre d'élection, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième adjoint sont dans l'ordre du tableau. Et ensuite, après l'exécutif local, donc le maire et les adjoints, on bascule aux autres conseillers municipaux. Je laisse M. Campmas vous rappeler les règles qui sont prévues, donc juste pour votre information, si ça peut vous intéresser, à l'article L 2121-1 du CGCT. Sur l'ordre du tableau, donc, comme vient de l'expliquer Adrien Brunel, donc, ce sera donc le maire puis les adjoints, et ensuite ce sera dans l'ordre, les listes qui ont obtenu le plus de scrutins, qui sont elles-mêmes classées par l'âge des candidats. Donc la liste A d'abord, avec les conseillers municipaux dans l'ordre de leur âge, puis la liste B de la même manière. Et par ailleurs, s'agissant des maires délégués, le CGCT prévoit au 21-13-8-2 que les maires délégués qui sont institués suite à la création de la commune nouvelle sont placés dans l'ordre du tableau immédiatement après le maire jusqu'au premier renouvellement général. Et ensuite, une fois donc, le premier renouvellement effectué, ce classement dans l'ordre du tableau disparaît. Donc ils ne sont plus placés en priorité, si vous me permettez, directement après le maire. Et simplement pour compléter, donc sur les maires délégués, si votre commune nouvelle se trouve dans une situation qui n'est pas le premier renouvellement général, mais qui est postérieure au premier renouvellement général, les maires délégués ont quand même un statut particulier qui est celui d'adjoints surnuméraires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas comptabilisés dans le 30% d'adjoints maximum que comporte le conseil municipal, mais ils ne prennent pas de place particulière entre le maire et les adjoints qui ont été élus spécifiquement. En revanche, un maire délégué après le premier renouvellement général de la commune nouvelle
donc au deuxième renouvellement général. S'il décide de se présenter en tant qu'adjoint, là, il aura sa place en tant qu'adjoint et sera aussi maire délégué. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le chat concernant l'établissement des listes de candidats. Attention, ce n'est pas la même chose que les élections au moment de l'installation du conseil municipal. Et donc, l'ordre de la liste pour être candidat, il n'y a aucune obligation qui impose à ce que le maire soit en tête de liste, même si c'est très, très généralement le cas. Voilà. Donc, juste pour le dire, ça n'a pas d'effet non plus sur l'ordre du tableau ultérieurement. Au moment de l'élection, c'est bien le conseil municipal qui désigne d'abord le maire, puis ensuite les maires délégués ou les adjoints, puis l'établissement du tableau se fait en fonction de l'âge des conseillers municipaux qui ne sont ni maires, ni adjoints, ni maires délégués. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Victoria, sur le chat? Est-ce qu'on peut... Donc sur le chat, on nous demande, je pense qu'il faudrait, pour continuer sur les maires délégués, peut-être rappeler la possibilité de cumul, mais surtout que la condition de maire délégué est conditionnée donc à l'existence des communes déléguées. Parce qu'on nous demande si on peut avoir un maire délégué sur une seule commune. Je pense qu'il faut bien rappeler ces notions-là et ce fonctionnement. Bien sûr, donc quand vous créez une commune nouvelle, vous avez le choix au moment de la création de décider de créer ou non des communes déléguées. La création d'une commune déléguée, à ce moment-là, entraîne de plein droit plusieurs choses. L'institution d'un maire délégué, ça entraîne également de plein droit l'institution d'une mairie annexe dans laquelle vous pouvez célébrer, le maire délégué peut célébrer les mariages, tenir l'état civil. Dès lors que vous avez décidé d'opter pour la création de communes déléguées, généralement, je prends un cas fictif, mais généralement, si vous avez une commune nouvelle qui comprend 3 communes historiques, il arrive régulièrement qu'on ait les 2 communes historiques sur 3 qui demandent une commune déléguée. Donc, on a 2 communes déléguées plus la commune nouvelle. Donc, on a 2 maires délégués. Aujourd'hui, rien n'empêche que ce soit la même personne qui cumule les mandats de maire délégué. Ça arrive lorsque, après un certain temps, on n'a pas de candidat particulier qui souhaite devenir maire délégué. Il n'y a pas de condition de résidence sur le territoire de la commune historique pour être maire délégué. Il n'y a pas de condition de lien particulier avec la commune déléguée pour en être maire délégué. Il faut simplement être élu par le conseil municipal à ce poste-là. Donc je pense que ça répond à l'interrogation. Et juste dans le prolongement, vous n'avez pas non plus d'incompatibilité entre le mandat de maire de la commune nouvelle et les mairies déléguées. Donc de sorte que vous pouvez tout à fait être le maire de la commune nouvelle et cumuler avec un mandat de maire délégué. Il n'y a aucune interdiction. Merci. On nous demande aussi si le bulletin de propagande trouvé dans l'urne est validé comme bulletin de vote. Alors, par bulletin de propagande, je pense que vous voulez dire profession de foi ou circulaire, en tout cas un document voilà, qui n'est pas le bulletin de vote. Alors effectivement, on a gardé cette souplesse pour les communes de moins de 1000 habitants, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait, un bulletin étant une circulaire peut tout à fait être valide donc lors du dépouillement. De la même manière, je me permets d'ajouter qu'une autre souplesse a été conservée, celle du bulletin manuscrit. C'est-à-dire que si toutes les autres conditions sont respectées, c'est-à-dire que tous les candidats sont inscrits sur le bulletin dans le bon ordre, vous pouvez effectivement valider un bulletin manuscrit. Mais voilà, selon des conditions assez restrictives. Est-ce qu'il est possible que vous nous précisiez quelques éléments, puisque là, ça revient à 2 reprises, la question de la propagande électorale et les vœux de fin d'année? Est-ce que vous avez quelques éléments? Les maires sont inquiets. Est-ce qu'ils vont pouvoir tenir comme chaque année, alors qu'ils seront à quelques mois des élections? Oui, alors, de ce que je comprends de votre interrogation, évidemment, vous demandez si la tenue de vœux de fin d'année est compatible avec le contexte préélectoral. La réponse, comme souvent en droit électoral, c'est ça dépend.
dépend de ce que vous dites pendant les vœux. En fait, la règle applicable en la matière, qui est susceptible de vous concerner, c'est l'article L52-1 du Code électoral. Et en fait, c'est un article qui prévoit assez simplement deux choses. D'abord, pendant les 6 mois qui précèdent le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où celle-ci est acquise, c'est-à-dire depuis le 1er septembre et jusqu'à la date, donc au 15 ou au 22 mars 2026, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par voie de presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Donc ça vous concerne moins, c'est une interdiction pour la publicité politique en ligne, par exemple. Et le deuxième alinéa vous intéresse plus, puisqu'il prévoit que, sur la même période depuis le 1er septembre, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Donc, ce que ça signifie, c'est que si vous faites, par exemple en tant que maire, des vœux de fin d'année, pendant la période préélectorale, vous ne devez pas utiliser ces vœux de fin d'année pour donner au public des éléments qui sont en lien avec votre campagne électorale. C'est-à-dire qu'il faut séparer ce qui relève de la campagne électorale d'une part et ce qui relève de la gestion de la collectivité d'autre part. Si vous faites également la promotion de l'activité de la collectivité d'une manière publicitaire, en mettant en valeur particulièrement certaines gestions et qui ont un lien avec votre campagne électorale, ça, ce n'est pas possible non plus. Donc, moi, je vous incite à quand même bien regarder ce que vous dites dans ces vœux de fin d'année et les messages que vous portez pour qu'il n'y ait pas de confusion possible dans l'esprit des électeurs. Parce que sinon, la conséquence, c'est que le juge de l'élection, s'il est saisi d'une requête, pourra annuler l'élection municipale s'il considère qu'il y a eu des manquements à l'article L52-1 pendant la période de campagne. Voilà, mais donc ce n'est pas une interdiction. Évidemment, en fait, le législateur n'a pas entendu interdire toute communication des collectivités locales et n'a pas entendu geler la vie locale au profit de la campagne électorale ou toutes vos façons de communiquer avant l'élection. C'est juste que voilà, il faut faire la part des choses et donc il y a une certaine prudence, une certaine mesure à adopter. Et pour tous les cas particuliers, je vois qu'il y a des questions sous le chat. En fait, les situations sont infinies. Et en fait, moi, depuis une salle de conférence à Paris, je ne serais pas forcément en mesure de vous donner une opinion éclairée sur tous vos cas particuliers. Donc, je vous invite à contacter votre préfecture de département. Il y a de nombreux élus qui le font et c'est légitime, parce que ce sont des règles dont l'interprétation n'est pas toujours simple. Mais nous, on a donné des consignes et des éclairages au réseau des préfectures pour qu'ils soient en mesure de vous répondre. Donc, vraiment, je vous invite à, en cas de doute, poser la question aux préfectures de département. Merci. On a une autre question sur la possibilité de supprimer les mairies déléguées lors du renouvellement. Oui, donc on va vous faire un récapitulatif bref, mais à ce moment-là, je pense qu'on communiquera peut-être sur la procédure pour supprimer une commune déléguée. Donc vous pouvez tout à fait supprimer une commune déléguée l'année qui précède les élections municipales. J'ai vu qu'un peu plus tôt dans le chat, il y avait une question qui interrogeait les conséquences sur le mandat du maire délégué si on supprime la commune déléguée. Donc pour supprimer une commune déléguée, aujourd'hui c'est prévu à l'article L21-13-10, qui prévoit que c'est le conseil municipal de la commune nouvelle qui peut décider de la suppression d'une commune déléguée. Il doit le faire avec l'accord du maire délégué, bien sûr, et si jamais il en a été institué un, du conseil municipal de la commune déléguée. Si le maire délégué est d'accord pour supprimer la commune déléguée, la commune nouvelle délibère sur la suppression de la commune déléguée. Le maire délégué perd son mandat en tant que maire délégué, mais reste conseiller municipal, ça, il n'y a pas d'incidence. Il perd sa qualité de maire délégué puisqu'on a supprimé la mairie déléguée. Donc je pense que ça répond à l'interrogation. C'est vraiment une procédure qui est menée de A à Z par la commune nouvelle en lien avec le maire délégué pour éviter, bien sûr, qu'on supprime une commune déléguée sans l'accord du maire délégué. Alors, juste avec Victoria Fougérolles, qui est spécialiste de tous ces sujets, nous avons donc pas mal de questions qui sont venues ces derniers mois sur la question du statut des communes déléguées et leur maintien, la question des mairies annexes. Donc, n'hésitez pas à revenir vers l'AMF. On peut vous donner beaucoup d'informations sur ce sujet. Sur la suppression des communes déléguées comme des mairies annexes, j'aurais juste un point. Faites très attention, il y a quand même des questions d'état civil qui reportent au janvier qui suit, au mois de janvier de l'année qui suit,
la suppression effective des mairies annexes pour des raisons liées à l'état civil. Donc voilà, on peut vous répondre, mais si vous voulez, peut-être dans un cadre où on aura plus d'informations sur les cas particuliers qui se posent. Y a-t-il encore des questions s'agissant la mise en place de cette réforme dans les communes nouvelles, en sachant que il faut profiter de la présence des représentants du bureau des élections politiques et de la DGCL. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que Victoria, tu n'en vois plus non plus sur le chat. Vous remercier tous et tous d'avoir été présents ce matin sur évidemment l'AMF et le service intercommunalité est à votre disposition pour répondre à beaucoup de questions sur les communes nouvelles. J'ai vu qu'il y avait des questions aussi sur les indemnités des élus, sur l'élection des maires délégués, etc. Donc n'hésitez pas, ça on peut vous répondre en direct. Remercier évidemment les représentants du bureau des élections politiques et de la DGCL d'être présents ce matin. Et puis évidemment, on vous tient informé si l'on peut diffuser, et je pense que l'on pourra diffuser ce PowerPoint très bientôt. Et merci beaucoup pour cette matinée d'échange. À bientôt.